Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les actualités et les tendances de la planète marché. 3 experts nous accompagnent ce soir sur le plateau de Smart Bourse. Xavier de Buren nous accompagne tout d'abord. Bonsoir Xavier de Buren. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Bourse. Vous êtes directeur des investissements chez OTA Capital. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Valentine Hénouz. Bonsoir Valentine Hénouz. Bonsoir. Vous êtes responsable stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Nous avons le plaisir d'accueillir également Xavier Patrolin. Bonsoir Xavier Patrolin. Bonsoir Nicolas. Vous êtes président d'Albatros Capital. On va commencer avec vous, Valentine Hénouz. Alors, une séance qui est plutôt dans l'attente du chiffre de l'inflation de demain que forte en actualité. On note en plus qu'une partie des marchés asiatiques sont fermés à l'occasion du Nouvel An chinois et donc de l'année du dragon de bois. On peut commencer peut-être par utiliser ce temps et faire un premier bilan de la saison des résultats, en tout cas aux États-Unis, qui montre une résistance quand même d'un certain nombre d'entreprises. Alors après, il faut peut-être faire la différence entre les grandes entreprises de la tech et le reste des entreprises américaines, mais quand même globalement, on voit que les entreprises américaines résistent bien, Valentine Hénouz. Oui. Alors déjà, sur ce chiffre d'inflation, il est déterminant parce que jusqu'à présent, les marchés, que ce soit les marchés du crédit, les marchés actions, le moteur, ça a été la baisse de l'inflation et les anticipations des baisses de taux des banques centrales. Bien sûr. C'est extrêmement important parce que c'est le point très très positif pour la qualité des entreprises. Aujourd'hui, on est inquiet par quoi par rapport en tant qu'investisseur obligataire ou même investisseur action? C'est l'impact de ces hausses de taux sur l'activité économique et sur les bilans des entreprises. Donc on est très rassuré par le fait que cette inflation va baisser et que les banques centrales vont pouvoir baisser leurs taux. D'accord. Alors, les résultats dans l'ensemble sont franchement très très corrects aux États-Unis, corrects en Europe. Un peu plus difficile en Europe, ouais, c'est ça. Difficile, mais ce qu'on voit globalement, c'est que les marges baissent un peu dans la globalité, mais on partait de niveaux qui étaient extrêmement bons. Pendant le Covid, les entreprises ont augmenté leurs marges. Elles ont également accumulé du cash à leur bilan. Donc, on partait de fondamentaux, que ce soit en termes de marge et aussi en termes de bilan, post-Covid, qui étaient extrêmement bons. D'accord. Donc, aujourd'hui, on voit que ça se détériore un peu, mais à partir de niveaux très corrects. Donc, on a une détérioration des marges et également des besoins de refinancement des entreprises qui vont augmenter, parce que l'année dernière, les besoins de refinancement étaient très faibles, parce que les entreprises ont globalement, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, avaient peu de besoins de refinancement et ont utilisé le cash accumulé. D'accord. Donc là, la situation, elle change. On a plus de besoins de refinancement pour cette année et l'année prochaine. Mais le point très positif, moi j'ai parlé des marchés obligataires parce que je suis bien sûr, c'est votre expertise. Ouais. C'est mon expertise. Mais ce qu'on voit depuis le début de l'année, alors des bons résultats, mais aussi une activité sur les marchés de la dette qui est hallucinante, des volumes sur le marché primaire qui sont très très forts, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. D'accord. Donc ouais. Et en face, on a un appétit des investisseurs pour financer ces montants de dette émis qui est aussi très fort. Parce que les investisseurs, ils disent, nous, on veut attraper ce rendement avant que les banques centrales baissent leurs taux. D'accord. Donc, donc c'est un effet opportunité pour les entreprises aussi qui vont chercher des financements aujourd'hui, parce que ça leur coûte plus cher, mine de rien. Ça leur coûte plus cher, mais quand on a des besoins de refinancement, oui, bien sûr, c'est un instant T. On est très content de garantir une partie de ces refinancements en amont, quoi. Donc, et surtout si on a une fenêtre qui est ouverte sur les marchés du crédit. Donc les entreprises lèvent de la dette et investissent. C'est ce qu'il faut comprendre en ce début d'année, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Prudent, d'accord. Je dirais, ce qui peut marquer, ce qui peut caractériser aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même une certaine volonté de gérer avec efficacité les marges. Enfin, il y a une vraie volonté, on voit dans les croissances. Moi, je suis beaucoup la croissance moyenne de la dette des entreprises aux États-Unis. D'accord. Elle reste très, très modérée. Elles investissent, elles continuent d'investir, mais globalement, il y a une volonté de gérer de façon très, très efficace leur activité. On peut peut-être continuer avec vous, Xavier de Buren, et on reviendra sur le sujet inflation et stratégie banque centrale ensuite dans un second temps. Si on parle de cette saison des résultats, alors effectivement, il y a le sujet résultats à proprement parler, résultats par rapport aux anticipations de résultats, anticipation de résultats réalisées quelques mois avant la publication du résultat, et effectivement les stratégies d'investissement ou d'emprunt, ou de crédit en tout cas des entreprises. Quelle est l'analyse que vous en avez à l'heure actuelle, Xavier de Buren, que ce soit aux États-Unis ou en Europe? On peut opposer les deux zones au niveau de la qualité des résultats. C'est ce qui a été dit avant. Il est vrai qu'en Europe, pour l'instant, il y a à peu près la moitié des grandes entreprises du stock 600 qui ont publié. On a des résultats qui sont plutôt en ligne. Et globalement, il y a un peu de divergence sur les tailles des entreprises, avec des grandes sociétés qui ont plutôt très bien publié. Oui.
Bien sûr, il y a SAP, LVMH, ASML qui ont connu des performances et des réactions qui ont été assez significatives. Et à l'inverse, c'est plutôt les petites et moyennes entreprises qui ont un petit peu pâti lors de cette publication de résultats. Il y a plusieurs éléments. Il y a le premier, c'est évidemment ce resserrement monétaire qui a été extrêmement rapide et élevé. Un laps de temps très faible. On a eu des hausses de taux qu'on n'avait pas connues. Donc, évidemment, les petites entreprises ont plus de mal à faire face à cette nouvelle réalité en termes de coûts de financement notamment. À noter que dans les résultats des entreprises européennes, ce qui a pesé également, c'est le change, et notamment le niveau de l'euro par rapport au dollar. Je donnerai un exemple assez significatif, c'est Adidas qui a revu à la baisse ses ambitions de résultats pour cette année, avec un impact négatif du change de 500 millions d'euros. Bien sûr. Que ce soit sur la couverture ou les effets de translation, mais c'est quand même assez significatif et c'est pas le seul. Du côté des États-Unis, on a des publications qui sont très bien passées. Vous l'avez dit, 80% des résultats sont au-dessus des attentes. Alors là aussi, il faut faire un petit peu attention et éviter de raisonner en agrégé. Puisqu'on a d'un côté évidemment les 7 magnifiques qui ont engrangé des profits et des croissances absolument records. La question, c'est quelle est la tendance une fois qu'on les a sortis de l'analyse. Le reste de la cote. Et jusqu'en début de semaine dernière, on avait à peu près 60% des entreprises américaines du S&P 500 qui avaient publié. Et donc d'un côté, si on prend les 7 magnifiques, on a une croissance qui était très élevée, aux alentours de 14%, et surtout une hausse des marges qui a été vraiment significative, puisqu'elles se sont améliorées de 750 points de base pour atterrir en moyenne à 23%. C'est des marges qui sont vraiment assez extraordinaire. Et si on enlève ces 7 magnifiques et qu'on garde le reste de la cote qui a publié, là, la photographie n'est plus du tout la même, puisqu'on a une croissance qui est quasi à zéro, 2% de croissance pour le reste des entreprises du S&P 500 qu'on publié. Et quand on regarde sur les marges, on a une marge qui baisse de 110 points de base et qui arrive sur des niveaux aux alentours de 9%. Donc vous avez deux dynamiques de croissance et de rentabilité qui s'opposent aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire finalement que les entreprises américaines résistent quand on fait cette différence, comme vous venez de le faire effectivement, alors 2% de croissance, mais des marges qui se détériorent quelque part? Qui se détériorent, le niveau reste quand même plus élevé qu'en Europe, notamment, mais ça illustre quand même la bonne résilience de l'économie américaine qui se retrouve par rapport à ces chiffres-là. Xavier Patrolin, on rentrera peut-être dans les secteurs avant, mais votre analyse effectivement sur cette saison des résultats, est-ce que vous partagez ce qui a été dit? Est-ce que vous le regardez sous un angle un peu différent? Oui, moi sur le marché américain, on peut avoir une approche S&P, qui est celle que tu as décrite, mais aussi on peut avoir une approche comptabilité nationale américaine, et à chaque publication du PIB trimestriel, il y a les publications des profits de l'économie américaine. Et on s'aperçoit que depuis le Covid, les bénéfices en masse ont progressé quasiment de 30%, alors qu'en Europe, ils sont globalement stagnés. Donc la profitabilité de l'économie américaine à l'aune des entreprises reste très élevée, et même au-delà des 7 magnifiques. Il y a 7 magnifiques qui tirent incontestablement, je ne vais pas contester ce point, mais le reste de l'économie continue. Et de toute façon, quand on a un marché du travail tel qu'il est, on se doute bien que ça tire. Donc, on reste toujours dans une boucle prix-profit. Elle n'est pas invalidée. Oui. Il y a effectivement une érosion des profits, mais c'est infinitésimal. Si on prend pour que nos auditeurs aient une mesure de ce qui s'est passé post-Covid, on a des niveaux de rentabilité, de marge d'exploitation en consolidé. Alors, je vais parler du marché français, mais on pourrait le décliner sur d'autres marchés européens, qui sont globalement 30% supérieurs à ce qu'ils étaient pré-Covid. Ça veut dire qu'on avait des marges opérationnelles, on va dire sur le CAC 40, hors valeur financière, qui était aux alentours de 11%, et aujourd'hui on ressort à 14, un peu plus de 14, et ce 14 on le maintient depuis 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, et il n'y a aucune révision sur 2025. Alors c'est à la marge, il y a des arbitrages. Alors bon, on a un indice CAC 40 qui est luxe, donc il est un peu inflaté par le secteur. Bien sûr, oui. Mais globalement, on a un très haut niveau de profitabilité. On a effectivement un niveau de gearing, d'endettement qui reste faible. Alors c'est moins le cas sur les
hors CAC 40 sur les plus petites valeurs, là, ça souffre plus de ce point de vue-là. Et donc là, pour moi, c'est des signaux très positifs parce que globalement, les investisseurs vivaient hantés depuis 12, 18, 24 mois dans une récession bénéficiaire. Hein, le soft landing voulant dire une récession bénéficiaire. Et on ne la voit pas venir. Qu'est-ce qu'on ne voit pas venir, la récession du coup? Oui, la récession bénéficiaire, ouais. Et on voit plutôt venir une stabilisation, voire un début, alors c'est trop tôt encore pour le dire, mais un début d'amélioration pour l'Europe, hein, je ne parle pas des États-Unis, pour l'Europe, tout simplement parce que la conjoncture macro a probablement connu son point bas sur fin 2023. Donc on voit, c'est encore tout pour le dire, mais on voit des débuts d'amélioration de révision des chiffres d'affaires. Sur les marges, ça se discute, mais sur les chiffres d'affaires, ça commence à réviser. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière du point de vue des marchés actions et des marchés obligataires. Au fond, les marchés actions et les marchés obligataires ont évolué de concert avec ce fameux panic buying sur les marchés obligataires. Mais d'une certaine façon, la translation de valorisation sur les marchés actions a été corrélée complètement, bien sûr, pour un. Mais les marchés actions n'ont pas changé leur prime de risque intrinsèque, la prime de risque equity. Ils ont modifié la prime de risque obligataire, mais ils n'ont pas touché la prime de risque equity. Et ce qu'on est en train de voir, me semble-t-il, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais j'ai le sentiment que c'est en train de se passer, c'est que la prime de risque pure equity est en train d'évoluer. Donc il y a une espèce de décorrélation. On voit que les marchés obligataires se sont dégradés depuis le début de l'année et les marchés actions n'ont pas évolué de concert avec ce qui s'est passé sur l'obligataire, tout simplement parce que probablement chez beaucoup d'investisseurs, au-delà du panic buying sur la partie obligataire, qui était dû à un excès de position cash, il y a un début, alors c'est très embryonnaire, c'est lent, il y a toute une série de facteurs qui viennent contrer ce phénomène, mais on commence à regarder le placement action dans une logique de duration. Globalement, sur l'année 2023, tout le monde était court en duration, tout le monde était short, si j'ose dire, d'actifs longs et très court en duration avec un stress sur ce qu'allait faire la Fédérale Réserve, la BCE. Sûr, oui. Le 10 ans américain aurait pu aller à 5, au-delà de 5, 6, enfin bon, tout circulait. Et donc il y avait une réticence. Et d'un seul coup, il y a eu un énorme pivotement grégaire, comportemental, à la fin fin octobre, et qui s'est concentré sur 2 mois. Et on observe progressivement une translation, alors c'est très léger, mais qui commence à aller chercher sur des essais. Et l'annonce que j'ai entendue juste au début de ce jour, elle est très claire. On a une OPA, un retrait. C'était l'annonce. Hein. Oui, retrait de l'action. C'est Pauline, exactement. Voilà. Ouais. Et Publicis qui annonce un share buyback. Moi, j'ai rarement vu des marchés sous-évalués quand des entreprises, enfin surévalués, pardon, quand des entreprises annoncent des programmes de rachat d'actions. Et on voit ça aux États-Unis comme en Europe. Donc ça veut dire que non seulement les taux ne sont pas si hauts que ça, d'accord, les boîtes qui ont du cash font du share buyback, mais que certaines boîtes s'endettent pour acheter leurs actions. Bien sûr. Ouais. Et voilà, ça c'est plutôt un message qui est plutôt positif. Valentine Hénouz, sur les marchés obligataires peut-être, ou en réaction à ce que nous dit Xavier Patrolin. Oui. En réaction, je partage ce point de vue. On est rentré aujourd'hui dans un cercle vertueux avec cette inflation qui baisse et les investisseurs, même si on anticipe un peu moins de baisse de taux que ce qu'on avait l'année dernière, on est toujours dans cette dynamique où la trajectoire de l'inflation ne remet pas en cause les baisses de taux. Et ça, pour moi, c'est le point le plus important. D'accord. C'est pour ça que ces chiffres demain est vraiment clé pour nous. Primordial. Que ce soit sur les actions ou sur les taux. Il ne faut pas que la trajectoire de l'inflation remette en cause ces baisses de taux. D'accord. Ces baisses de taux, c'est vraiment je dirais, le démarrage d'un cercle vertueux où il y a les coûts de financement, certes, ils restent toujours très élevés par rapport à ce qu'on avait avant le Covid, mais ils sont quand même moins élevés que ce qu'on avait par rapport à l'année dernière, et surtout, on retrouve un appétit pour le risque. Alors, justement, des baisses de taux qui étaient anticipées en mars, qui à l'heure actuelle sont plutôt anticipées aux alentours de mai-juin, si je ne dis pas de bêtises, par le marché, un chiffre de l'inflation révisé vendredi, où il n'y a pas eu tellement de nouvelles par rapport à ce qui avait été anticipé avant, donc qui vient valider plus ou moins la trajectoire, la stratégie de la Fed à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui pourrait venir invalider demain une stratégie de la Fed telle qu'elle est actuellement? Nous, on s'attend à ce que cette inflation américaine continue de baisser. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit sur les derniers chiffres économiques et qui nous ont quand même surpris? C'est une réaccélération sur le marché du travail en termes de création d'emplois. Et des hausses de salaire qui réaccélèrent. Bien sûr. Un indice ISM sur les services qui resurprend à la hausse. Alors, ce n'est pas notre scénario. Nous, on est sur une économie qui ralentit et on est sur une inflation qui baisse. Mais on peut quand même s'interroger
sur ce risque aujourd'hui de voir une réaccélération sur l'économie américaine, qui serait quand même surprenante. Mais cet assouplissement sur les conditions de financement, ce soutien budgétaire, cette dynamique de la productivité et des investissements qui est Bien faite, sûr, ouais. est-ce que ça ne va pas réaccélérer? Donc ça, c'est une question qu'il est quand même légitime de se poser, même si ce n'est pas aujourd'hui notre scénario. Et ça changerait, et ce n'est pas aujourd'hui un scénario qui est vraiment dans le marché. D'accord. Et ça... Ce serait le scénario du pire quelque part, mais qui serait finalement un très bon scénario économique. Non, mais c'est pas le scénario du pire. Enfin, après, ça dépend comment on est positionné sur les marchés. Oui, bien sûr. Mais non, ça serait un scénario où il y aurait une croissance qui serait bien plus résiliente et avec une inflation qui mettrait plus de temps à revenir à 2%. Et donc, que le marché aujourd'hui l'anticipe. Parce que le marché aujourd'hui anticipe une inflation qui revient à 2% globalement fin de l'année. Non, c'est pas possible. Et donc ce serait un assouplissement monétaire qui serait décalé dans le temps, c'est ça ce qui... Exactement. Ce que dit Valentine est essentiel, l'observation sur le marché du travail est essentielle. C'est ce que je t'ai mis dans le email que je t'ai envoyé. Avant de venir, oui, bien sûr. Je fais juste cette observation. Il y a une façon de mesurer l'offre et la demande sur le marché du travail américain. Avant le Covid, c'est-à-dire en décembre 2019, un chômeur rencontrait, c'est un pur rapport, rencontrait 1,2 offres d'emploi. Sur les 20, 25, 30 dernières années, c'était un chômeur rencontrait une demi-offre d'emploi. Donc déjà, il se passe quelque chose. Bien sûr. Ouais. Bon. En octobre, on était à 1,3. Ou pas loin d'1,3. Donc, Jérôme Powell a commencé à parler que le marché du travail se dirigeait vers les conditions qui prévalaient pré-Covid. Bien sûr. Et le dernier chiffre, quand on refait les calculs sur janvier, on est à 1,47, 1,5. Donc ça veut dire que ça se redégrade à nouveau, au bénéfice des chômeurs. Mais du point de vue de la Fédérale Réserve, ça veut dire qu'on est à nouveau Bien sûr. dans un marché du travail qui devient plus pénurique. Et donc ça, c'est pas bon. Et donc ça, plus de capacité de négociation de salaire et donc voilà, plus et ça veut d'inflation dire salariale. surtout que du point de vue de la Fédérale Réserve, parce qu'il y a le cycle, le marché résonne beaucoup sur la dynamique de cycle. Mais au fond, le Covid a impacté a été un fabuleux accélérateur de l'histoire sur les chaînes de valeur, tout ce qu'on voudra, et notamment sur le marché du travail. Il a sorti des gens, des Américains, notamment des femmes, mais pas que des femmes, du marché du travail. Et cette partie qui est sortie du marché du travail n'est pas revenue dans le marché du travail, ce qui fait qu'on a ce décalage. Et ce décalage, du point de vue d'un gouverneur, c'est un risque inflationniste de moyen terme. Donc ça veut dire que je ne pilote pas les taux uniquement sur du cycle, sur de la conjoncture, mais j'intègre dans mon comportement de banquier central ce changement structurel. Donc tant que je vois des paramètres qui m'indiquent que l'offre et la demande sur le marché du travail continuent à se dégrader en faveur des chômeurs, Bien sûr. et en défaveur de l'inflation, si j'ose dire, eh bien ça peut justifier chez les faucons de la Fédérale Réserve une situation d'attentisme. Donc c'est vraiment la variable clé. Donc je pense que demain le chiffre, au fond, bien sûr, il va être important parce qu'il y a un. Mais moi, je crains qu'au fond, et d'ailleurs, on le voit sur l'accord inflation entre les États-Unis et l'Europe n'a pas du tout le même profil de décrue. La décrue de la core inflation en Europe est beaucoup plus rapide, et d'ailleurs elle est en dessous, alors qu'aux États-Unis, elle est plus lente et elle a tendance à se stabiliser. Donc le chiffre de demain, on va voir si ça rebaisse ou si ça reste sur son plateau. Xavier de Buren, sur ce sujet, inflation, stratégie, banque centrale, on a l'impression finalement que la question c'est quand est-ce que la Fed va baisser ses taux? Dans le scénario en tout cas de marché aujourd'hui, tout le monde a globalement ce scénario un peu de soft landing. Est-ce que le chiffre demain est si important que ça pour vous? Comment est-ce que vous regardez la situation? Je regarderai d'abord les anticipations du marché en termes de baisse des taux qui ont été vraiment trop élevées. Très optimiste, oui. Il y a 7 baisses de taux, ce qui est en fait un scénario qu'on pourrait appliquer pour un pays en récession. Et on voit bien, enfin, on l'a dit et redit, on a parlé du marché de l'emploi américain et de la croissance américaine qui est vraiment extrêmement solide. Donc ce scénario n'est pas réaliste dans la réalité économique dans laquelle sont les États-Unis aujourd'hui. Donc il faut que les attentes des investisseurs commencent à se réduire. Alors, D'accord. Elles le font graduellement. On est encore loin du compte, certainement. Maintenant, je pense que ce soit en mars, en mai ou en juin, le resserrement monétaire a été tellement rapide, tellement fort, qu'aujourd'hui, c'est l'inversion qui est importante. Le discours, et d'ailleurs, les marchés obligataires et actions ont connu ce très très fort rallye sur les 2 derniers mois de l'année parce qu'il y a eu un changement de ton de la part de la Banque centrale américaine. Et l'enjeu, il est là. Et si les taux baissent, la Fed a indiqué que les taux allaient baisser.
si on prend 3 mois de retard, etc., c'est enclencher un cycle. D'accord. Ça, c'est extrêmement important pour les investisseurs. Si je caricature, c'est que 3 mois de plus ou de moins à un niveau élevé avant une première baisse de taux, ça ne change pas radicalement une stratégie sur des marchés actions. Les marchés anticipent, il peut y avoir un peu de volatilité, ou en disant effectivement, on en attend peut-être trop et trop rapidement. Ça doit se réajuster, ça mettra un petit peu de volatilité dans le marché, mais on voit bien que toutes les baisses aujourd'hui sur les marchés ne durent pas très longtemps et sont rachetées. D'accord. Et on a dit, l'environnement, il y a un cercle vertueux qui est là, qui est mis en place avec pas trop de croissance et quand même un peu, avec un peu d'inflation, mais des taux réels qui sont désormais positifs. Enfin, tout ça, c'est quand même favorable. Et il ne faut pas oublier qu'une baisse de l'inflation, c'est autant de pouvoir d'achat qui est rendu aux consommateurs. Bien sûr, oui. Et donc une consommation qui continue de très bien tenir aux États-Unis, qui se stabilise et voire qui s'améliore un petit peu en Europe. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui, globalement, sont très favorables pour la poursuite de la hausse des marchés. Justement, sur le sujet européen, alors si je vous écoute, effectivement, l'Europe est à la traîne par rapport aux États-Unis, mais la situation n'est pas catastrophique non plus. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir une BCE qui agisse avant la Fed cette année, justement pour soutenir une croissance économique européenne, ou on resterait dans le scénario où c'est la Fed qui, la première, commencerait son assouplissement monétaire? Notre scénario est celui qui s'est toujours déroulé historiquement. C'est que la Fed ouvre le bal et la BCE devrait suivre. Là, encore une fois, c'est une question de timing. À 3 mois près, je ne suis pas sûr que la BCE fasse ce premier acte avant la Fed. Donc, il n'y a pas de nécessité aujourd'hui de faire ce premier acte pour la BCE? Quand on regarde la croissance européenne et les anticipations de croissance de l'OCDE pour l'année prochaine, donc c'est plus 0,5 pour cette année, enfin 2023, et plus 0,6 pour 2024. Ça montre bien une inflexion et que le point bas a été fait et qu'on est sur une tendance qui va s'améliorer. Et ça, c'est un élément encore favorable pour les marchés. Et si on se base sur ces anticipations de croissance, la BCE peut attendre un petit peu que la Fed baisse ses taux. Faut-il donc s'attendre, et après, avant de vous passer la parole, Valentine Hénouz, à avoir un peu de croissance à fin 2024 en Europe, une croissance peut-être un peu plus forte que ce qu'on aurait eu en 2023, ou c'est trop tôt pour faire des projections? C'est les anticipations de l'OCDE. Quand on voit les publications de résultats et les objectifs ont été donnés par certaines sociétés pour 2024, on peut s'attendre à ce que la croissance reparte quand même en Europe. Et quand on voit la puissance du resserrement monétaire, le choc inflationniste qui a été celui qui a été ces deux dernières années, l'économie, elle résiste plutôt de façon assez remarquable en Europe, même si c'est pas très bon, mais avec faut pas toujours comparer aux États-Unis. Ce qui a été absorbé, ça aurait pu avoir des conséquences bien plus négatives sur l'économie européenne. Oui, donc il ne faut pas systématiquement comparer avec les États-Unis, mais quand on regarde l'Europe dans l'absolu, c'est pas si dramatique que ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Compte tenu des chocs qui ont été ceux que la croissance européenne a connus. Valentine Hénouz, même question. Est-ce illusoire d'imaginer la BCE, entre guillemets, entamer un resserrement monétaire avant la Fed, alors même que si on compare les économies, on pourrait s'attendre peut-être à ce que la BCE commence avant? Alors moi, j'ai quand même une conviction sur le sujet. Je ne pense pas que la BCE baisse ses taux avant la Fed, mais la BCE devrait baisser ses taux avant la Fed. Après, on n'est quand même pas tous convaincus que quand on regarde les discours d'Isabelle Schnabel, qu'ils aient une volonté très forte de baisser les taux, mais la BCE, oui, devrait, pour 2 raisons. On a quand même une économie en Europe, on n'est pas aux États-Unis, on a une économie qui quand même si on n'est pas en récession, qui flirte quand même avec une récession. Et ce qui est très intéressant en Europe, c'est l'impact du resserrement monétaire sur l'économie est beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide qu'aux États-Unis. Pour la raison simple, c'est qu'aux États-Unis, les entreprises se financent via les marchés. Et on voit que sur les marchés, on a eu un assouplissement des conditions de financement très important à la fin de l'année avec les anticipations de baisse de taux. Tandis qu'en Europe, une grande partie de notre financement est via les banques. Et si on regarde la dernière enquête de la BCE, eh bien, elle suggère que les conditions de financement continue de se resserrer, même si c'est un rythme moins important qu'au cours des précédents trimestres. Donc on a vraiment des entreprises en Europe qui sont beaucoup plus impactées plus fort et plus rapidement
par ce resserrement monétaire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il suffit d'un peu de communication quelque part pour que le marché anticipe des conditions meilleures et les offre aux entreprises, alors qu'en Europe, il faut vraiment une action de la Banque centrale, c'est ça ? Aux États-Unis, il y a l'inflation qui baisse, les marchés... Oui, c'est vrai, c'est pas le même contexte. Il faut quand même qu'il y ait une inflation qui baisse et que les investisseurs savent que les banques centrales dépendent des données, donc les conditions de financement réagissent très vite par rapport aux données. Tandis qu'en Europe, il y a les banques et on voit que les banques elles durcissent les conditions de financement parce qu'elles sont inquiètes sur les dynamiques économiques, sur le risque de hausse des taux de défaut, etc. Donc ça, premier point. Et le deuxième point, si on regarde la dynamique d'inflation, comme l'a dit Xavier, eh bien en zone euro, on voit que l'inflation baisse très rapidement, et beaucoup plus rapidement, notamment sur tous les éléments corps, qu'aux États-Unis. Et que si on regarde en séquentiel sur les 6 derniers mois et les 3 derniers mois, on est proche de 0, proche de 2 ou sous les 2%. Proche de l'objectif. On est proche de l'objectif, on est à l'objectif. Ouais. Donc là, oui, la BCE devrait... Après, l'inquiétude de la BCE aujourd'hui, c'est sur les salaires. Ouais. Voilà, donc c'est le focus des membres de la BCE. Et cette inflation qui pourrait continuer d'être tirée par les salaires, d'avoir un rebond de la croissance, parce que les salaires réels aujourd'hui sont en positif. Il y a des gains de pouvoir d'achat, et que ça pourrait donner une dynamique à l'économie européenne. Sauf que l'économie européenne, moi, j'ai du mal à l'avoir redémarrée s'il n'y a pas de baisse de taux. Donc pour moi, il faut avoir des baisses de taux. Et que ces salaires-là, si on regarde les dernières enquêtes, on voit quand même, et la BCE l'admet, une modération au niveau des croissances des salaires assez forte. Donc, si je comprends bien, les conditions sont normalement réunies pour avoir des baisses de taux de la BCE assez prochainement. En Europe, la trajectoire me paraît assez évidente. Aux États-Unis, elle est plus compliquée. Xavier Patrolin, moi je vais légèrement stratégie Banque centrale. Je vais légèrement différer, mais c'est bien parce que ça amène du débat. Ça alimente le débat. Il y a une partie du constat que je partage, mais ce qu'on peut noter quand même, c'est que la différence entre la Fédérale Réserve et la BCE, c'est que la Fédérale Réserve a été beaucoup plus agressive en termes de taux court. Et de taux court réels, quand on mesure les taux court réels contemporains, si j'ose dire, quand on fait la différence taux court inflation instantanée, on voit bien qu'elle est montée beaucoup plus vite. La BCE est restée très en retard dans sa séquence de remontée, mais en retard en termes d'amplitude. Donc on voit bien que le Conseil des gouverneurs n'a pas voulu aller taper des taux courts trop élevés. Il a quoi en face de lui ? Il a en face de lui ce que Xavier disait, c'est-à-dire des salaires qui vont progresser. Ce que disent alors tous les banquiers centraux, c'est des salaires qui vont progresser maintenant plus vite que l'inflation. Donc déjà, il y a une première mesure de stimulation qui va être une stimulation de pouvoir d'achat. Donc déjà, pour la Banque Centrale Européenne, il n'y a aucune raison, il n'y a pas le feu au lac. Ce qui se passe sur l'immobilier ne l'inquiète pas tant que ça. Ce qui se passe sur l'immobilier, c'est une bulle qui se dégonfle. L'essentiel, c'est qu'elle éclate pas et qu'elle provoque des ravages. Mais si elle se dégonfle, c'est pas très gênant. Et donc, au fond, il y a une logique d'attentisme qui me semble justifiée de ne pas aller trop vite en besogne. Parce que l'inflation, elle a 3 cases. Elle passe ces 3 cases. Première case, c'est l'impact matière première. Deuxième case, c'est tout ce qui est prix industriel, nanana. Et après, c'est les services. Sur les services, bon, c'est vrai que sur les services, ça reste quand même. On le voit dans les commentaires, y compris de la Banque de France, on voit que sur les services, ça continue. Il continue à y avoir des hausses. Donc, du point de vue de l'orthodoxie BCE, puisque il y a une doctrine, on n'est pas du côté washingtonien, si j'ose dire. C'est cohérent. Il n'y a pas de raison de se précipiter, même si les marchés demandent, parce que les marchés veulent retourner à la situation. Et enfin, dernier point, la BCE a quand même tapé des taux nominaux négatifs, ce qui n'a jamais été le cas de la Fédérale Réserve. Et donc, ils espèrent ne pas retourner à cette stratégie des taux négatifs. Donc, au fond, ils ont plutôt envie de pas rebaisser trop vite les taux courts, laisser de conserver un plateau quelque part. Voilà. Alors il va y avoir un peu de déperdition sur le marché du travail, mais au fond pas tant que ça risque d'être transitoire, mais ça va reprendre probablement sur 2025-2026. Donc là aussi il n'y a pas d'alerte massive. Et sur les entreprises, bon, c'est vrai qu'il faut l'avoir un petit peu à l'œil, mais le vrai secteur qui souffre aujourd'hui, on le voit typiquement en France, c'est l'immobilier. La construction est à l'arrêt. Là, pour d'autres, probablement, il n'y a pas que des raisons de politique monétaire. Il y a peut-être aussi des caractéristiques très endogènes à la réglementation, à l'organisation du marché de l'immobilier. On ne va pas rentrer dans ce débat en France. Enfin, c'est quand même aussi en Allemagne. Enfin, il y a quand même beaucoup de pays en Europe où on a quand même le secteur de la construction qui est... Oui, mais on n'a pas un immobilier aussi décalé, si j'ose dire. Non.
Et donc, moi, j'ai plutôt l'impression que pourtant, je suis pas un défenseur de la BCE, là, je me retrouve à la défendre, mais j'ai plutôt l'impression qu'au fond, le retard qu'elle a eu à l'allumage, elle a de bonnes raisons de le garder. Par contre, tu as raison, si on avait une accélération sur l'accord inflation, l'observation que tu fais sur l'accord inflation est vraiment juste et pertinent. Donc, si on avait une accélération de ce point de vue-là, à ce moment-là, elle pourrait prendre, mais je ne sens pas avoir cette audace-là, parce qu'à ce moment-là, on verrait sur les devises un mouvement de change. On commence à le voir d'ailleurs. On voit que sur les changes, là on le voit, sur l'euro a tendance à s'effriter contre dollar. Oui. Bon, ça nous dit bien. Et pourtant, les anticipations On est pareil, enfin à peu près sur la BCE. Oui, mais on voit que les courbes des taux sur la partie courte se sont plus déformées en Europe qu'aux États-Unis. C'était resté bien rivé. On voit que sur les anticipations 3 mois, 9 mois, et malgré ça, malgré le fait que les forwards ont été revus à la hausse, on a quand même une dégradation de la parité euro-dollar. Valentine Hénouz ou Xavier de Buren pour répondre à Xavier Patrolin, vous complétez. Oui. Je suis complètement d'accord, c'est une vraie question de risque management. Ouais. C'est vraiment, après on peut chacun choisir son camp et sa petite conviction, mais c'est une vraie question de risque management. Aujourd'hui on a une inflation qui est évidemment plus tirée par les prix de l'énergie, plus tirée par les perturbations sur les chaînes de production. C'est vraiment maintenant une inflation sur les services et les salaires. Maintenant, est-ce que les salaires, c'est les gains de pouvoir d'achat parce que les salaires réels sont positifs. Est-ce que ça va permettre de relancer l'économie? Est-ce que ça va soutenir l'inflation? Ou est-ce que en fait, la question c'est est-ce que les hausses de salaires qu'on a aujourd'hui sont le résultat d'un marché du travail qui est tendu, ou est-ce que les hausses des salaires sont le résultat d'une inflation headline? Bien sûr, oui. Et si c'est cette solution, et donc ça c'est vraiment, et c'est pas évident, le débat, bien sûr. Débattre, je veux dire, c'est pas forcément évident de tirer une conclusion. Et d'ailleurs, les membres de la BCE s'interrogent et essayent de savoir de quel des deux camps se situe la croissance des salaires. Mais si l'inflation des salaires est juste le résultat d'une hausse de l'inflation passée, oui, la BCE devrait déjà dès aujourd'hui baisser ses taux. Par contre, si c'est les résultats d'un marché de l'emploi qui est plus tendu, de conditions structurelles, on voit les conditions structurelles sur les marchés de l'emploi qui changent à cause notamment du vieillissement de la population. Voilà. Le débat aujourd'hui, c'est une question de manager ce risque, et notamment au niveau des salaires et des changements structurels sur le marché de l'emploi. Xavier de Buren, un mot en réaction ou on passe aux stratégies marché? Je suis tout à fait d'accord. Et une autre façon de le voir pour illustrer un peu cette dynamique, c'est du côté du pouvoir de fixation des prix des entreprises. Et on voit qu'avec, au fur et à mesure des publications, la capacité à augmenter toujours les prix, elle est en train de s'arrêter, voire de décliner. Oui. Donc on voit vraiment que c'est l'effet de l'inflation passée que les entreprises sont en train de revoir et commencent à être obligées de baisser des prix parce qu'on ne peut plus justifier d'avoir des niveaux de prix comme ça, qui avaient beaucoup augmenté pour gommer les effets d'inflation. Et alors justement, en parlant de niveau de prix, je vous propose de changer de sujet. Xavier de Buren, S&P 500 à 5000 points donc, aux États-Unis, tiré notamment par les Seven Magnificent. On entend souvent qu'elles sont trop chères, les Seven Magnificent, mais en même temps, elles continuent à délivrer de la performance, que ce soit en termes de résultats d'entreprise ou en termes de progression boursière. Sont-elles trop chères alors qu'elles sont au plus haut, Xavier de Buren? La clé est finalement dans la croissance des bénéfices par action, qui est les fondamentaux des marchés actions. Les investisseurs actions, ils doivent acheter des entreprises qui voient un bénéfice par action qui augmente. C'est comme ça qu'on crée de la valeur. Et du côté des 7 magnifiques américaines, alors, pas toutes, parce qu'on peut mettre Tesla de côté, mais il y a une vraie création de bénéfices qui croît d'un trimestre à l'autre. Et ça, c'est la clé. Et si on fait le rapport, dans l'analyse financière, il y a un ratio qui s'appelle le PEG, qui est le PE revenu sur la croissance des bénéfices par action attendue. C'est pas très cher. Compte tenu de la dynamique de croissance, on a des PE qui sont élevés, mais si vous avez vos bénéfices par action qui ont des croissances de 50-60%, finalement, quand vous avez un PE qui est de 60 fois, votre PEG est de 1, et ça veut dire que vous n'êtes pas très cher compte tenu de la croissance que vous avez. Donc c'est une autre façon de le voir et de se dire, finalement, quand on a cette dynamique de croissance qui continue à être ce qu'elle est, c'est pas très cher. Ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, il y en a sans doute qui sont valorisés à la perfection. D'accord. Et que si on voit finalement des croissances de bénéfices par action qui ne se passent pas comme ce que le marché anticipe,
c'est là où ça pourra décevoir. Et Tesla en est le meilleur exemple. C'est-à-dire qu'il y avait des anticipations sur une croissance solide et soutenue qui allait continuer trimestre après trimestre. Eh bien, on voit que les difficultés que Tesla a pour tenir ses objectifs, qui s'est lancé dans une guerre des prix, etc., on ne justifie plus des niveaux de valorisation qu'on pouvait avoir avant. Je reste sur mon S&P 500 à 5000 points. Ça pouvait être l'objectif annuel pour l'indice à fin d'année 2024. On est à peine début février 2024. Est-ce que la performance est faite ou est-ce qu'il faut du coup s'attendre à encore une très belle année sur les marchés actions, notamment américains? C'est très difficile à dire parce qu'encore une fois, on a dit le cercle vertueux est en place. Donc là où on va faire de la performance, ça va être sur la sélectivité. Sur le stock picking, donc sur le choix des valeurs. Et donc, voilà, il va falloir jongler entre des valorisations élevées ou d'autres sociétés qui sont sans doute un peu en retard, qui sont sur des niveaux de valorisation qui sont très attractifs compte tenu de leurs fondamentaux. Et il y a toujours un moment, il y a un retour à la moyenne. Et donc, les entreprises qui sont à la traîne, mais de très bonne qualité, soit elles sortent de bourse, comme vous l'avez dit, des gens qui sont très belles Bien pour sûr, mettre la main sur des entreprises de très bonne qualité. Et il faut s'attendre cette année aussi à avoir des rattrapages qui vont se faire pour gommer un peu les exagérations qu'on a dans les deux sens. L'émission touche bientôt à sa fin. On va continuer avec vous, Xavier de Buren. On va faire un petit tour. Qu'est-ce que vous regardez actuellement sur les marchés financiers? De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé aujourd'hui qui mérite un intérêt particulier des investisseurs? En termes d'allocation, c'est vrai qu'il y a toujours des rendements à aller chercher sur la partie obligatoire. On peut construire des stratégies qui permettent d'embarquer du rendement. Ça, c'est sans doute très intéressant en termes de diversification. Après, il y a toujours... On parlait des parties de la cote qui ne sont pas très chères. C'est vrai que les petites et moyennes capitalisations, on avait cru à enfin un rebond en fin d'année. Elles ont connu beaucoup d'optimisme, ces small et mid, mais la question c'est quand est-ce que ça se matérialise? 2 fois plus longtemps que d'habitude, 2 mois, c'est bien. Mais en termes de flux, on voit que ce n'est pas encore là. Mais c'est sûr qu'on peut s'interroger pour être un peu contrariant sur la Chine, par exemple, qui est sur du niveau de valorisation qui interroge quand même. Oui, bien sûr. Et donc voilà, se poser la question de rester sur des valeurs de très bonne qualité qui vont profiter encore une fois de la baisse des taux qui est favorable globalement pour les actions, mais encore plus pour les sociétés de croissance qui avaient un peu souffert sur ces hausses de taux. Et ensuite, saisir des opportunités, être un peu contrariant si on a un horizon d'investissement assez long pour aller récupérer des secteurs sur des valorisations qui sont attractives. Valentine et nous, même question, qu'est-ce que vous regardez à l'heure actuelle sur les marchés qu'on n'aurait pas déjà évoqués ou qui méritent une attention particulière? Moi, je suis d'accord, des opportunités formidables. L'obligataire. Sur le marché obligataire, évidemment. Après des années où on a parlé de la recherche de rendement désespérée, on a dit il est là, et là, il faut quand même en profiter. Et on voit que c'est un avis qui est assez consensuel. Quand on regarde les flux aujourd'hui qui se dirigent sur la classe d'actifs du crédit, que ce soit l'investment grade, les noms bien notés, mais aussi les noms plus risqués comme les noms du high yield. Il y a énormément de flux. Donc, si on regarde en termes de spread, c'est vrai que c'est un peu cher, mais si on regarde en termes de rendement, eh bien, ces noms restent attractifs et ils vont être portés par les facteurs techniques et les fondamentaux. Même s'ils se détériorent, comme on a expliqué au début de l'émission, mais à partir de niveaux qui sont solides. Donc la seule chose qui, pour moi, remettrait en cause cette recommandation positive de se positionner aujourd'hui sur les noms du crédit qui ont des fondamentaux solides, eh bien, c'est s'il y a une trajectoire de l'inflation qui est moins attrayante. Si on n'a pas une inflation qui revient à 2%, à un horizon de temps proche. D'où l'importance de ce chiffre de demain, mais évidemment des chiffres des mois suivants. Du marché du travail. Et du marché du travail, exactement. Je suis d'accord. Xavier Patrolin, même question. Qu'est-ce que vous regardez sur les marchés? De quoi a-t-on pas parlé? Effectivement, la Chine, c'est peut-être un sujet aussi, mais... on peut parler de 2 choses, Sam Altman et la Chine. Bon, pour moi, la Chine rentre dans un hiver démographique et donc il ne faut surtout pas y toucher parce que c'est une situation à la japonaise, mais à la dimension de la Chine. Donc on a une trappe à liquidité, une bulle immobilière qui se dégonfle et beaucoup de vendeurs, d'épargnants chinois, qui n'a pas de système de retraite et qui vieillit. Donc qui va se mettre en face? Je conseille pas aux gens d'aller en face. En plus, il y a le Parti communiste chinois qui a une seule idée en tête, c'est empêcher que la grande révolution se déroule entre ceux qui touchent $1 par jour et ceux qui ont des revenus annuels de 25 000 ou 30 000 $ par an. Donc, à mon avis,
Il ne faut pas y toucher. Et par contre, Sam Altman, mais là, bon, c'est une discussion un peu de café du commerce, mais sa déclaration, enfin repris dans le Wall Street Journal la semaine dernière, nous dit qu'il y a une révolution qui est en train, la 4e peut-être révolution industrielle, ou la 3e révolution 2.0 qui se met en mouvement, et que celle-là, elle est absolument systémique. Et que c'est une espèce d'affrontement entre l'empire du milieu et, si j'ose dire, le camp occidental, qu'on cherche à solidifier beaucoup de choses. Et je trouve qu'elle a une petite vertu. Elle nous indique peut-être, alors il faudra le voir dans les prochains trimestres ou prochaines années, que l'intégration verticale est en train de revenir. Vous savez, on a vécu pendant 30 années dans la désintégration verticale, des conglomérats, une mondialisation heureuse où on pouvait faire du picking à Internet, et puis on commandait le 747, vous livrez les pièces détachées le lendemain chez vous. Peut-être que ça, c'est en train de changer et que par filière, on recrée de l'intégration verticale pour sécuriser toute une série de processus de production industrielle. On l'a vu chez Tesla, on l'a vu chez d'autres acteurs qui remontent dans la chaîne de valeur pour solidifier, pour ne pas partager cette valeur ajoutée, et puis aussi parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Alors Sam Altman, c'est quelque chose de gigantesque, 7 000 milliards, c'est évidemment monstrueux, mais ça nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'on est au tout début. Donc après, d'un nouveau secteur en lien avec l'intelligence artificielle. Ah oui, mais c'est pas un nouveau secteur, ça va redessiner l'économie mondiale, puisque si je comprends bien l'article du Wall Street Journal, c'est pas uniquement les semi-conducteurs, c'est l'énergie, c'est le cloud, c'est toute la chaîne, et on voit qu'il faut mettre tout ça ensemble, et donc c'est un vrai défi intéressant. Après, en stratégie d'investissement, j'ai évidemment pas la réponse, mais en tout cas, il faut y réfléchir, et le thème de l'intégration verticale, il faut le regarder de très près, parce que je pense que ça va redessiner des rentabilités dans toute une série de secteurs et des sociétés qui ne sont pas assez intégrées verticalement, et c'est typiquement le cas des petites et moyennes valeurs qui par construction ne sont jamais intégrées verticalement, pourraient connaître pour certaines d'entre elles des difficultés à l'avenir. Donc il faut regarder, c'est un peu trop tôt pour ça fait pas système, mais on peut opposer en intégration aussi Airbus et Boeing, avec Airbus qui a réussi une parfaite intégration de toute sa chaîne de production et de valeur avec une très bonne maîtrise, et on voit les déboires techniques et technologiques de Boeing qui montrent les limites d'une mauvaise intégration. Oui, c'est un autre bon exemple. On finira là-dessus, mesdames, messieurs. Xavier de Buren, directeur des investissements chez OTA Capital, Valentine Hénouz, responsable stratégie Fixed Income chez Amundi Institute, et merci Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.